Pour autant que le titre de notre intervention peut paraître très général et aussi ambitieux, l'analyse que nous essayons de développer va concerner des cas et des pratiques qui viennent uniquement de l'Italie. Il s'agit en effet de signaler des exemples de configurations sociopolitiques très intéressantes, certes, mais qui ne fonctionnent pas, chacune pour des raisons différentes d'un point de vue organologique. C'est pourquoi notre contribution doit être conçue comme une sorte de symptomatologie de la vie politique italienne. Cependant, nous croyons qu'en diagnostiquant l'échec ou la faiblesse de ces configurations particulières en les liant au territoire italien, on peut contribuer à créer les conditions de possibilité pour une pensée politique qui prend en charge le projet de l'internation, ou qu'au moins qu'il puisse comprendre l'enjeu de la perspective qui a été tracée par les interventions précédentes. En particulier, nous allons nous concentrer sur les variations du verbe occuper qui viennent des pratiques politiques, ou plus ou moins politiques, on comprendra pourquoi après, pratiques en quelque sorte inspirées par le mouvement Occupy. Si le concept de Occupy peut se transformer en une simple image commerciale, c'est dû à la condition de misère symbolique des sociétés hyper-industrielles, dans laquelle nous nous retrouvons esthétiquement aliénés. Cette misère symbolique n'a fait que se révéler de plus en plus menaçante dès que le livre de Stigler a été publié, de la misère symbolique, dans le 2004, au point qu'aujourd'hui, les effets de cette misère et de cette dégradation rendent presque impossible de prendre soin de ce qu'on occupe. Maintenant, nous allons expliquer ce que cela veut dire. Il y a plusieurs raisons pour rapprocher le signifié du verbe occuper, tout aussi bien que les méthodes et les pratiques des mouvements Occupy, Occupy Wall Street, Indignados de l'Espagne, etc., de rapprocher ces mouvements aux expressions de l'âge post-médiatique préconisé par Félix Guattari. D'abord, parce qu'il s'agit d'appropriation ou de réappropriation des espaces publics, virtuels tout aussi bien que physiques, à travers les pratiques participatives des technologies numériques. Cependant, cette pratique est à la lettre contrôlée par les chevaliers de l'apocalypse du web, les GAFA, si bien que la plus importante ensemble des mouvements antifinanciers du monde, c'est-à-dire Occupy Wall Street, risque d'être capté par le système financier lui-même. Et les symptômes sont déjà bien évidents. Dans les milieux numériques, cette captation est celle qui contrôle les big data engendrés aussi par la totalité des pratiques bottom-up, dont Occupy Wall Street est l'une d'entre elles. Il s'agit donc d'une captation top-down, court-circuitée et mercifiée par la catégorisation top-down, plus ou moins évidente ou cachée, imposée par ces entreprises. Pour mieux comprendre ce terrible phénomène de désindividuation, il faut se référer à la perspective post-médiatique. Déjà dans les années d'hiver et après dans du postmoderne au post-média, Guattari notait les phénomènes dévastateurs de la pulsion capitalistique, c'est-à-dire d'une pulsion forgée par le marketing qui conduisait à la destruction des territoires sociaux, des identités collectives et des systèmes de valeurs traditionnels. Cependant, Guattari a parlé des post-médias parce qu'avant le numérique, il existait déjà des pratiques visant à rendre les technologies de l'esprit participatives et aussi contributives, même de façon encore rudimentaire. Les radios libres, comme celle animée par Franco Berardi Bifo, Radio Alice, à laquelle Guattari a consacré les textes des millions et millions d'Alice en puissance, sont tout précisément les premiers signes de l'âge post-médiatique. Et elles naissent afin de fonder de nouvelles pratiques sociales émancipatrices et surtout des agencements alternatifs de production de subjectivité. C'est dans ces radios libres que Guattari, vers la fin des années 70, voyait néanmoins que la réalisation des agencements collectifs d'énonciation tout à fait nouveaux. Nous pouvons les appeler aussi processus de transindividuation. Malheureusement, en correspondance avec la révolution conservatrice des années 80, ce que Guattari appelait les années d'hiver, les radios libres de genre politique et culturel ont laissé la place aux diffuseurs commerciaux. Or,
La plupart de ces radios libres venaient des occupations militantes et non étaient fermées par la police. La raison de leur répression par l'État est que ces radios métastabilisent les rapports entre les appareils psychiques, les technologies médiatiques et les organisations sociales. Donc elles métastabilisent l'organologie générale, en bouleversant par cela l'équilibre social de l'État lui-même. En revenant à notre présent, c'est tout à fait singulier et aussi symptomatique que le milieu radiophonique a produit l'opération nommée Occupy DJ en Italie, à savoir une émission radio qui fait participer les publics à travers une plateforme de social TV qui, à travers Facebook et Twitter, permet aux auditeurs de devenir partie active du programme. C'est grâce à la plateforme T+, que la direction de Occupy DJ peut faire participer les publics en direct à ces approfondissements, sondages et social games, tout en favorisant la propagation des contenus à travers le réseau des contacts de chaque usager. Le problème, c'est que dans Occupy DJ, les usagers ne peuvent pas vraiment s'élever au rang de praticiens parce qu'il ne leur est pas permis, de façon concrète, de prendre soin des objets de leur désir, que ce soit la musique, la culture, les savoirs, les boulots ou les institutions sociales. Ce sont à la fois les conditions technologiques de la plateforme et les intentions marchandes des diffuseurs radio qui ne permettent pas de prendre soin du désir et donc, comme nous allons voir, d'occuper politiquement l'émission. La vente d'espaces publicitaires et la diffusion des significations télécratiques demeurent les premiers bouts de Occupy DJ, qui vise encore une fois à capter le temps de cerveau disponible en exploitant l'intégration de la radio avec les social networking et en s'appropriant par là des millions de data mises au service de l'user profiling. C'est évident que le sens d'Occupy est ici uniquement lié à une opération de marketing stratégique qui semble retracer dans les milieux numériques les passages régressifs du sens politique des radios libres à la dimension pulsionnelle des diffuseurs privés et de la programmation audiovisuelle de l'âge télécratique. Autrement dit, Occupy DJ satisfait uniquement la pulsion narcissique d'apparaître. Et nous savons que cette pulsionalisation conduit à l'incapacité de construire des liens, de symboles et de savoirs. Elle produit uniquement de la misère symbolique. Voilà le mot Occupy devenant mot d'ordre du marketing et du capitalisme pulsionnel. D'une part, le désir, de l'autre part, la pulsion. Le désir est ce qui a été construit organologiquement par Radio Alice à Bologne. Il s'agit d'une pratique politique fondée sur la réappropriation de l'information, de la technologie et des espaces fonctionnant comme un formidable dispositif de transindividuation, et donc comme une véritable technologie de l'esprit. Radio DJ aussi est une technologie de l'esprit, mais de celle que Deleuze appellerait technologie de contrôle. Elle empêche par sa propre nature la possibilité d'une participation effective à la production de significations et de savoirs critiques. Pour conclure, les usagers peuvent participer au programme, mais ils ne peuvent pas participer entre eux. Et cela signifie qu'ils ne peuvent accéder à la transindividuation, tout comme il n'est pas permis de prendre soin d'Occupy DJ, c'est-à-dire d'en pratiquer une pharmacologie positive. Occuper sans prendre soin de ce qu'on occupe, c'est toujours une pratique impuissante afin de transformer l'état des choses. En reprenant les mots de pharmacologie du Front National, on peut dire qu'une lutte sociale en général doit être conçue comme une lutte pour prescrire une autre thérapeutique. C'est ce que nous essayerons de montrer maintenant avec une toute petite généalogie du signifiant Occupy. Le mouvement Occupy représente sans doute une mutation des occupations politiques et syndicales du XXe siècle, à savoir des occupations de lieux d'emploi, voire le biennio rosso en Italie. Cependant, selon notre opinion, il s'agit dans ce cas d'une mutation située sur un plan purement représentatif, c'est-à-dire dirigée dans le but d'une exposition médiatique de la pratique d'occupation, tandis que les occupations historiques, comme celle des usines, étaient plutôt dirigées à coloniser les espaces. Or,
Coloniser a en effet un des signifiés du mot anglais occupy, en se référant à l'aspect de faire une violence à ce qu'on occupe pour nécessité, qui est en premier lieu la nécessité de le faire marcher autrement, c'est-à-dire mieux par rapport au passé. Du point de vue des invasions et des colonisations, nous sommes alors encore d'une certaine façon, aussi incompréhensible que cela puisse être, en train de prendre soin, personnellement et collectivement, sans médiation institutionnelle, des espaces dans lesquels on vit et on travaille. Par contre, c'est facile d'observer que les pratiques d'Occupy qui se situent sur le plan représentatif, comme Occupy Wall Street, ne sont que des limitations sémantiques face à ces occupations, et que le but de prendre soin de ce qu'on occupe, take care, a été ici supprimé pour laisser place à la simple action de protestation. Autrement dit, le signifiant occupy a subi une baisse sémantique par cette dérive représentative et son exportation dans le monde entier. Et c'est proprement l'exportation qui advient d'abord à travers les milieux numériques et en particulier par les réseaux sociaux, ce qui expose les significations et les pratiques élaborées par les mouvements Occupy au risque de récaptation par les grandes entreprises du web. De toute façon, en Italie, il y a plusieurs pratiques politiques qui se réfèrent au mouvement Occupy, mais en abandonnant le niveau représentatif pour passer au prendre soin. Il faut alors mentionner Occupy PD, qui veut prendre soin du renouvellement d'un parti soi-disant démocratique. Après, le mouvement Notave, qui est contraire à la mise en œuvre des trains à haute vitesse entre Torino et Lyon à cause des problèmes environnementaux que ça comporte. Après encore, l'occupation du théâtre Valle de Rome par les artistes et les opérateurs afin de les faire vivre encore face au manque de financement. Or, qu'est-ce que c'est d'abord Occupy PD? Il s'agit d'une protestation publique de militants du Parti démocratique afin d'exprimer leur volonté participative, laquelle consiste dans le prendre soin du parti lui-même, à savoir les derniers partis en Italie encore rigidement structurés. En effet, on l'appelle appareil pour indiquer sa nature hiérarchique et bureaucratique. En ce sens-là, Occupy PD est l'expression d'une volonté de participation de la base militante aux décisions programmatiques du Parti démocratique. On peut affirmer que cette participation se configure comme une pratique bottom-up qui va interagir avec les pratiques top-down qui, depuis son origine, adressent les partis et qui aujourd'hui se montrent de plus en plus obsolètes, inefficaces et bêtes. Or, pour autant que cette forme d'Occupy soit véritablement politique et qu'elle consiste tout à fait à en prendre soin de ceux qu'on est en train d'occuper, elle présente aussi des éléments de faiblesse considérables. Tout d'abord, il faut dire que Occupy PD, en fonctionnant uniquement en tant que requête, n'a pas réussi à inventer des moyens linguistiques et technologiques qui lui permettraient d'occuper dans le sens d'envahir réellement, d'occuper réellement les PD, quant à l'extension politique de ces significations, c'est-à-dire de la transindividuation. Réellement, cela ne veut pas signifier physiquement, mais d'abord politiquement, et s'intéressant aux appareils psychiques des militants et des électeurs, y compris les grands électeurs, tout aussi bien que ceux qui n'ont pas voté pour les partis démocratiques ou qui n'ont pas voté du tout. Politiquement, à son tour, cela signifie organologiquement, car l'invention politique dont les sujets de Occupy PD ont besoin doit être une sorte de révolution organologique, par laquelle l'appareil rigide du parti vient littéralement se dissoudre, afin de créer une réélaboration du rapport entre les appareils psychiques, exprimant les désirs de faire politique, les idéologies, les opinions, les pulsions, etc., les technologies d'information et communication, tout aussi bien que celles liées à la biologie et à l'environnement, et les organisations sociales, de l'administration publique au droit privé, de la consommation au travail, etc. D'autre part, si l'on appelle appareil la structure du Parti démocratique, c'est précisément parce qu'elle exprime une conformation organologique très statique et donc, à la lettre, pas métastable.
C'est-à-dire, au moment où les organes de la société sont fortement altérés, comme aujourd'hui d'ailleurs, les conditions de santé de ces appareils ne peuvent que devenir misérables et montrer leur pire. Mais c'est aussi dans cette situation qu'un mouvement tel que Occupy PD devrait agir en forçant les trois organes de la société, les appareils psychiques, dans le développement et la communication des savoirs politiques. Les appareils technologiques que Occupy PD n'a pas renouvelés en utilisant les mêmes chaînes d'information et de communication du parti qui ne donnent pas la possibilité d'interpréter, participer, contribuer en se limitant à représenter et communiquer. Et enfin, les organisations sociales. Occupy PD n'est pas capable d'instituer des processus constituants ni d'inventer et proposer de nouvelles institutions. En fin de compte, cette forme d'Occupy, en provenant de militants d'un parti politique qui aspire à un rôle de gouvernement, devrait avant tout chercher à altérer ou à forcer les organes sociaux pour reconquérir l'équilibre métastable du parti. Ce serait aussi une façon de prendre soin de ceux qui subissent les déséquilibres organologiques d'aujourd'hui, qui se manifestent dans l'incurie des institutions courantes, des idéologies néolibérales et des psychotechnologies. À la fois, il s'agit des mineurs, des pensionnés, des précaires, des désoccupés ou des individus avec des troubles mentaux. Le 14 juin 2011, au lendemain de l'étonnant résultat des référendums par lesquels l'eau est reconnue en tant que bien commun, le théâtre Valle, le plus vieux de Rome, a été occupé. Ce théâtre aurait été définitivement destiné à la fermeture, la municipalité n'ayant pas les ressources pour le faire fonctionner. Dans ce cas, occuper est premièrement un acte illégal avec lequel les occupants ont l'intention d'imposer leur présence et affirmer leur droit au travail. Cela nous ramène donc aux occupations des usines par les ouvriers. Mais en même temps, cette occupation va opérer un déplacement des plans, de la légalité à la légitimité. Il s'agit d'une revendication strictement politique. Les occupants, artistes et étudiants précaires, compagnies théâtrales et metteurs en scène, écrivains et techniciens, en positionnant la culture entre le bien primaire, déclarent la légitimité pour le citoyen de se réapproprier de ce qui lui appartient selon deux niveaux complémentaires. Le premier, passionnel, pour lesquels qui aime et crée art, cinéma, théâtre, peut mieux de quiconque en prendre soin, et le second, productif. Il est perçu comme nécessaire de se réapproprier des temps et des modes de production, d'expérimenter de nouveaux modèles basés sur la coopération et sur l'autonomie artistique, intellectuelle et économique. En suivant à nouveau l'exemple des usines, l'occupation s'installe donc sur un plan de réacquisition de la souveraineté. Par rapport aux autres pratiques Occupy, il s'agit ici d'une tentative d'occuper la dimension purement liée à la protestation pour tendre vers des pratiques constituantes qui revendiquent un rôle actif et souverain des propres acteurs. La réappropriation n'est pas seulement adressée à l'espace, mais aussi aux pratiques décisionnelles qui la gouvernent, pour la faire fonctionner d'une façon toute différente, basée sur un réseau de collaboration très étroit. Et le théâtre est maintenant ouvert 24 heures sur 24, traversé par plusieurs activités différentes et géré par une communauté de personnes qui vivent et travaillent ensemble dans la tentative de redécouvrir et transmettre des savoirs professionnels traditionnels, mais aussi nouveaux. Chaque aspect de la programmation à la gestion, au métier de la scène, etc., est pris en charge par les occupants avec la conscience que c'est seulement en croisant et échangeant les savoirs professionnels et techniques de chacun que la partie peut être gagnée. L'effet de tout ça a été en effet contagieux. Après le théâtre Valle, beaucoup d'autres réalités théâtrales et artistiques tentent chacune à son tour d'entreprendre des expérimentations d'occupation, tout en recherchant de réelles alternatives au système désormais fatigué et malade de la culture italienne. Ce qui est en jeu ici est une véritable transindividuation parce que projets, laboratoires, assemblées qui agencent art, activisme politique et réflexion théorique
Et c'est pour repenser les institutions de la culture, les modalités de la relation, les conditions de travail et aussi l'espace même de la réflexion, tout en vérifiant l'applicabilité des systèmes qu'ils imaginent, sont vraiment toujours en œuvre. Il faut reconnaître qu'à travers des pratiques Occupy de ce type, on produit quelque chose qui peut devenir universellement valide, à la fois comme un processus d'individuation collective et comme un modèle politique exportable, beaucoup plus concret et habitable d'Occupy Wall Street, précisément en tant que soutenu par une réflexion qui se fait expérience constituante de nouveaux modèles juridiques avant tout. En plus, à côté de ces modèles, l'invention se situe aussi sur le plan des instruments. Dans le cas du théâtre Val, qui est le plus vif sous cet aspect constituant, le but est d'arriver à une fondation bien commun, qui n'a pas de précédent. C'est remarquable que l'écriture de son statut n'envisage pas seulement de discipliner la fondation, mais tente aussi de jeter les bases d'une première discipline juridique du commun. En effet, ce statut, initialement produit à travers un grand nombre d'assemblées ouvertes, est ensuite devenu écriture publique, toujours amendable en ligne, œuvre polyphonique collective en vue de partage des savoirs et des expériences. Pour conclure sur ce point, s'il est vrai que ces pratiques d'occupation sont beaucoup plus proches de prendre soin, mais en conservant aussi un précieux espace de création et d'invention, il est aussi vrai qu'il reste un problème d'ordre esthétique politique. Si en effet, nous assistons à une véritable innovation sur le plan juridique et institutionnel, ceci n'a pas été accompagné par des propositions esthétiques tout aussi radicalement nouvelles. Face à l'hétérogénéité du panorama artistique international, le fait qu'il n'existe pas un véritable directeur artistique ou une figure même collective capable d'indiquer les lignes esthétiques d'orientation rend difficile de choisir une programmation cohérente. En plus, il y a toujours le risque que les contenants théâtraux et occupés, en illuminant médiatiquement tout ce qui les traverse, donnent une visibilité excessive à des contenus discutables. En somme, lorsque la lutte politique, dans son côté le plus visible, le plus sensationnel, devient le véritable centre de cette nouvelle institution tout en mettant l'innovation artistique en arrière-plan, on risque alors que les propositions artistiques se trouvent à être à leur tour politisées et donc qu'elles puissent perdre leur indépendance créatrice pour répondre à un modèle qu'à un moment donné on individue comme gagnant. En suivant Stigler, quant au rapport entre le marketing et la révolution conservatrice de Thatcher et Reagan, nous pouvons considérer l'Italie en tant que le quartier général du laboratoire politique du marketing. Le signe le plus clair de cette tendance est le parti fondé par Silvio Berlusconi, Forza Italia, aujourd'hui Popolo delle Libertà, parti qui l'a porté au gouvernement. Il s'agit d'un parti entreprise, mais il serait mieux de dire une entreprise parti, car le premier organigramme de Forza Italia correspondait presque totalement à celui de Publitalia, à savoir l'entreprise de marketing des propriétés de Berlusconi lui-même. D'ailleurs, beaucoup de choses sont des propriétés de Berlusconi, parmi lesquelles les femmes qui deviennent ministres, 3 télévisions et plusieurs journaux. Donc une grande partie des rétentions tertiaires véhiculées en Italie durant les dernières années. Ce qui rend le marketing paradigmatique est que ce dernier en Italie, à travers Berlusconi, a construit une véritable organologie politique par laquelle capter les appareils psychiques. Il s'agit évidemment d'une organologie tout à fait cancéreuse. Afin de capter massivement toutes sortes d'attentions de conscience, le marketing a dû conquérir les 2 autres organes, les technologies de l'information et les organisations sociales, comme les gouvernements d'ailleurs. Il va sans dire que l'opération a bien marché pour lui, pour Berlusconi. En effet, il a réussi à faire promulguer plusieurs lois tout autant ruineuses pour l'Italie que nourrissantes pour ses organes de propriété. Cette altération organologique, qui a été absolument top-down, a conduit à la destruction des savoirs et ça s'est réalisé à travers
deux opérations complémentaires. D'un côté, en utilisant les technologies médiatiques avec leur captation systématique de l'attention et l'exploitation des pulsions. De l'autre côté, à travers des mesures d'économie politique qui ont mis à genoux l'école publique, la recherche et la culture. Dans cette misère symbolique, où le règne de l'ignorance triomphe en détruisant toute forme d'information et d'approfondissement culturel public, le web aurait pu devenir de plus en plus important pour exprimer des pensées critiques. Malheureusement, pour autant que le milieu numérique peut marcher comme catalyseur des expressions critiques, des luttes et de l'antagonisme, il a été déjà montré, même pendant cette académie, que le marketing s'approprie tout ce qui se présente comme nouveauté, car il reconnaît et module les désirs tout aussi bien que les besoins, même quand il s'agit de protestations, d'indignation, d'occupation, de critiques, de participation, etc. Quoi qu'il en soit, en Italie, les milieux numériques, en particulier à travers le social network, a constitué la plupart des conditions de possibilité du surgissement d'un mouvement politique de protestation contre les marchés financiers et la télécratie. Il s'agit du Movimento 5 Stelle, mouvement 5 étoiles, à savoir un mouvement qui veut affirmer une pratique participative développée jusqu'à la démocratie directe à travers le web. Or, c'est très important de focaliser notre attention sur ce mouvement, car il semble représenter tous les éléments décrits tout à l'heure, mais d'une façon tout à fait contradictoire. Il semble donc un ensemble de contradictions très intéressant, comme dirait Nietzsche, les symptomatologues de la civilisation. Et la chose plus intéressante par rapport à cette académie est que le mouvement 5 étoiles, pour une part, semble réaliser des concepts et des expressions qui sont présents dans les travaux de Bernard Stiegler. Pour notre part, c'est vraiment, comme j'ai déjà dit, tout à fait contradictoire. Et aujourd'hui, Bernard a parlé du formulaire. En réalité, c'est une analyse que Bernard a déjà fait dans de la misère symbolique. Et c'est vraiment symptomatique que Beppe Grillo et tous les mouvements 5 étoiles, ils se définissent en tant qu'un formulaire. Bref, parenthèse. Nous sommes en train maintenant de parler d'un mouvement fondé et dirigé par Beppe Grillo, un comique et un professionnel de la communication, et Gian Roberto Casaleggio, un chef du marketing. Ils sont les fondateurs, mais aussi les patrons et les despotes presque absolus de ce mouvement. Cela est vrai du point des militants du mouvement 5 étoiles qui sont appelés par tout le monde et qui s'appellent eux-mêmes les grillini. Les exemples plus clairs de despotisme sont les nombreuses expulsions des députés et des sénateurs du mouvement pour des raisons tout à fait ridicules de désaccord. C'est justement un de ces expulsés qui a su décrire avec précision la nature de cet inquiétant ménage à trois entre marketing, protestation et participation, quand, lorsqu'une fois expulsé, il affirmait que le Movimento 5 Stelle n'est qu'un Berlusconi 2.0. Et d'ailleurs, le Movimento 5 Stelle est maintenant le premier parti en Parlement, tout comme Forza Italia dans le passé. Et alors, l'analogie, c'est vraiment frappant. C'est bien aussi que le marketing devient le paradigme politique italien, en se transformant de marketing politique télécratique à la Berlusconi à marketing politique 2.0, celui du Movimento 5 Stelle, c'est-à-dire soi-disant participatif, tout aussi bien qu'inspiré par le web et même intrinsèquement structuré avec le web. Il s'agit d'un paradigme politique qu'aujourd'hui semble tout à fait insurmontable, en particulier du point de vue organologique. Le mouvement 5 étoiles, né et grandi sur la vague du mécontentement à l'égard de la situation économique actuelle et du dégoût généralisé par rapport à la politique italienne, c'est la seule formation politique qui a en effet décidé de parler directement avec les gens en prenant en charge de ces malaises. Il a aussi soutenu les luttes pour le bien commun et promu la participation active des citoyens à travers le web, tout aussi bien que l'égalitarisme et l'attention pour l'environnement. Pour toutes ces raisons,
Ces mouvements pourraient constituer la synthèse de différentes expériences que nous avons décrites tout à l'heure et qui vont de l'occuper ou prendre soin. En effet, le mouvement 5 étoiles rassemble des composants qu'en Italie n'avaient jamais été réunis. L'exploitation dans les milieux politiques de la notoriété de l'homme de spectacle, l'organisation d'une communication efficace sur les réseaux sociaux utilisés comme base pour la présence sur le territoire, la récolte et la gestion de la protestation populaire adressée contre les partis politiques eux-mêmes et leurs privilèges. Cependant, avec les mouvements 5 étoiles, on a plutôt l'impression d'assister à une sorte de devenir marque de la politique elle-même. Marque, c'est-à-dire image à exploiter pour l'intérêt propre à travers le développement d'un langage précis et avec la complicité de nouvelles technologies. Il faut dire que la présence charismatique du leader Beppe Grillo a été fondamentale pour capter les foules et canaliser leur rage. Une canalisation qui s'accomplit dans son blog. Il s'agit d'un blog personnel qui est devenu dans le temps le principal instrument de communication du mouvement. Mais il y a aussi un côté plus obscur qui se déroule dans les coulisses de cette façade populaire, notamment la gestion des appareils technologiques et des stratégies communicationnelles. Cette gestion est des compétences du net strategist Gianroberto Casaleggio et de son entreprise, à savoir la Casaleggio Associati, qui fait du web marketing, en particulier en enseignant aux autres entreprises la façon d'exploiter du point de vue commercial les groupes de discussion qui s'engendrent sur Internet. Or, cette stratégie d'exploitation des expressions collectives, on la retrouve aussi dans le blog de Beppe Grillo. Tandis que l'intention déclarée par le mouvement est celle de permettre à quiconque de formuler ses propres propositions, en fait le blog n'est qu'un instrument autoritaire. C'est facile d'observer que les seuls contenus sont les déclarations ou les dénonciations du leader, auxquels on peut seulement ajouter des commentaires qui ne trouvent jamais de réponse. Et donc, ce n'est pas possible qu'un véritable dialogue se développe. Tout en considérant que dans ce blog, il n'y a aucun autre espace de débat, on peut affirmer qu'il est tout à fait déficitaire par rapport à l'interactivité, la participation et donc à ce que nous appelons la transindividuation. De plus, Grillo a été obligé à rester en dehors de la politique parlementaire par ses propres règles qui imposent à ceux qui ont des condamnations pénales de ne pas y participer. Pour cette raison, il peut s'adresser aux électeurs et militants d'en dehors qu'il est mis dans une position transcendante d'où il contrôle et juge tout ce qui se passe dans les mouvements. Il s'agit d'une position qui donne aux membres du mouvement une cohésion typiquement religieuse et en même temps tend à uniformiser les différences de pensée et à limiter les possibilités d'action du mouvement lui-même. De ce point de vue, le réseau, plutôt qu'un instrument pour se détacher de l'intermédiation des partis politiques et des médias télécratiques, se configure en tant que moyen pour véhiculer les mots d'ordre et les discours du leader. Ce qui est tout à fait paradoxal est que ces discours passent comme autoproduits par le réseau et même les usagers y croient, et comme un système peer-to-peer, tandis qu'il s'agit d'un système totalement centralisé. Un autre point problématique est celui des votations en ligne des représentants du mouvement au Parlement. Ces votations qui ont été promues et effectuées à travers les blogs n'est pas le résultat d'un instrument suffisamment percutant. Personne ne connaît le nombre des inscrits qui peuvent voter, personne ne sait qui va contrôler ces votes. En plus, le pourcentage des votants lors du dernier vote a été négligeable. Toutes ces limites sont évidentes dans la mesure où il n'y a pas d'instrument technique adéquat pour une pratique si ambitieuse, à savoir instituer une démocratie participative. L'instrument principal de la démocratie participative prévu par le mouvement devrait être en effet une plateforme numérique qui est toujours bloquée à la phase de conception et qui devrait être capable de faire interagir les citoyens
lesquels pourraient ainsi contribuer à l'invention et à l'expérimentation d'une nouvelle forme démocratique, jusqu'à l'écriture collective de lois. Le nom de code de cette plateforme devrait être Parlement numérique, et en suivant la revue Wired, qui l'a testé en avant-première, il s'agit d'un prototype de haut niveau technologique implémenté par le code open source Liquid Feedback, le même code qui a été développé par les partis pirates allemands en 2010. Ils disent. Même les théoriciens les plus critiques du web reconnaissent que donner aux citoyens un instrument spécialement conçu pour la participation active à la vie démocratique est une idée formidable. Mais il n'est pas possible de penser réaliser tout cela uniquement avec des propositions totalement bottom-up. Or, les votations en ligne, le Parlement numérique et la si dite volonté générale du réseau seraient toutes les expressions de ce que les mouvements 5 étoiles aiment définir par démocratie directe. À notre avis, c'est ici que réside la question théorique plus problématique qu'il faut donc analyser en suivant les raisonnements de que Stigler développe dans La télécratie contre la démocratie. En effet, dans ce livre-là, Stigler avait donné un avertissement très précis. La démocratie, c'est ce qui envoie des représentants la représenter à distance. Il n'y a pas de démocratie directe. Celle-ci, qui repose sur les court-circuits du temps différé et long de la transindividuation par le temps réel, est précisément ce que les industries des programmes imposent comme télécratie, et elles deviennent immédiatement pulsionnelles. Le direct ou le temps réel ne sont pas le temps de la démocratie, mais du marché, c'est-à-dire aussi de la télécratie. Le temps de la démocratie est le temps de la réflexion, qui ne peut être qu'un temps différé. Bon, tout en considérant les conditions d'origine du mouvement 5 étoiles et en particulier la provenance de ses fondeurs, enracinés dans la communication médiatique et dans le marketing, c'est évident que les discours autour de la démocratie directe ne représentent qu'une illusion. La dernière est la plus spectaculaire illusion du marketing. Également, c'est une illusion aussi le fait que, selon les fondeurs du mouvement, en politique, tout le monde peut faire toutes sortes de choses. Il s'ensuit alors qu'il n'existe pas de compétences exclusives dans la mesure où quiconque est déjà compétent en puissance, et encore plus des politiciens de profession. La stupidité de cette considération étant évidente, nous nous limitons à enregistrer la complète et effective incompétence des parlementaires 5 étoiles par rapport au travail institutionnel. Sans compétence, ce n'est pas possible de prendre soin du destin d'un peuple, et la puissance destructrice de ce mouvement face à la misère du système politique italien et de ses représentants, tout à fait corrompus ou lâches, est destinée à rester au niveau pulsionnel, parce qu'elle n'est pas capable de constituer un lien positif entre la volonté de changement et ses conditions de réalisation. Et ça, c'est la pulsion véhiculée par cette nouvelle forme de populisme signée par Beppe Grillo. Or, et on va terminer, cette boucle pulsionnelle est fondée sur une double imposture, celle du marketing, qui regarde la transparence tout aussi bien que la participation, et celle du refoulement des conditions technologiques qui permettent d'instituer une véritable démocratie participative. Et ce refoulement des conditions technologiques est à son tour double face. D'une part, dans le processus constituant de la participation démocratique souhaitée par les mouvements 5 étoiles, il manque d'une réflexion adéquate autour des technologies nécessaires au développement de ces processus. D'autre part, même qui critiquent les mouvements 5 étoiles se limitent souvent à en juger les déclarations sans considérer que sa véritable faiblesse est la différence entre ce qu'il dit d'être et ce qu'il peut être. Autrement dit, cette faiblesse concerne l'inadéquation du mouvement par rapport aux conditions technologiques qui sont en effet les celles qui peuvent permettre l'institution d'une démocratie participative. Nous savons d'ailleurs que ce sont en effet précisément les conditions technologiques à partir de l'écriture dans la Grèce ancienne qui donnent les conditions de la critique. Donc d'un polémos tout à fait salutaire
pour la vie démocratique. Merci.